Assis-toi, prends ton temps, on va parler aujourd'hui. Être papa. Hier, ma fille a fêté ses 4 ans. Le temps passe tellement vite. Il s'en est passé des choses en 4 ans. Vieillir aussi. J'ai 34 ans. Vous allez me dire, Steve, t'es encore jeune. Mais je commence à me sentir vieux. Pour plusieurs choses. Je suis né en 1990. Et on commence déjà à dire des choses qu'il y avait de mon enfance, que c'est vintage. ça fait mal quand j'entends ça. Puis, je commence à porter des chapeaux parce que je trouve ça joli. Donc, ça doit être les premiers signes que je vieillis. Je porte des chaussures de papa. Je commence à faire des choses de papa. On me dit, ouais, mais Steve, t'es papa. Ouais, mais c'est pas tout le monde. Je fais des choses vraiment classiques papa. Tu vois ce que je veux dire, là? Fais-toi une vision de ce que c'est un papa. Je commence à tomber là-dedans. Un peu plus grincheux, un peu plus critique sur ce qui se passe. On devient plus sélectif, mais ça, en même temps, c'est en vieillissant. Je suis quelqu'un qui réfléchit trop, en fait. On a un jardin. C'est rare que tu vas voir quelqu'un de 21 ans qui a son premier appartement, qui se fait un jardin. Ouais, je commence à vieillir. Une vidéo comme celle-là, c'est juste pour qu'on puisse parler ensemble. J'en fais une fois de temps en temps, vous les appréciez toujours. L'autre chose, la raison pourquoi je fais ça aussi, c'est que ma communauté vieillit. Vous vieillissez avec moi. Et je me sens vieux parce que je me fais reconnaître. Il n'y a pas une semaine où je me fais pas reconnaître. Quand que je vais magasiner, quand que je vais dans des restaurants, quand que je vais... Je vous le jure, guys, il n'y a pas une seule semaine où je me fais pas reconnaître. Et une réponse qui vient de plus en plus souvent, c'est « Holy shit, Steelers, trop content de te voir ici. Je t'écoutais, je te regardais au passé. » Ils ont plus le temps, c'est ça qu'ils me disent bien souvent. Ils vont dire quand j'étais enfant. » Déjà, quand ils commencent avec une phrase comme ça, là, quand j'étais enfant, je te regardais. Et là, la personne que j'ai devant moi a une barbe, travaille dans un commerce, a un appartement. Ça, c'est juste pour YouTube, là. Mais ça donne une idée à quel point que le temps passe vite. C'est ça que je veux dire. Et avec la naissance de ma fille, je veux dire, là, je vais parler de mon expérience en tant que papa. C'est différent pour chaque personne, mais je me dis, puisque ma communauté est vieillissante, la plupart, peut-être même plusieurs d'entre vous ont des enfants maintenant ou veulent avoir des enfants. Donc, ça a été très difficile pour moi. Il s'est passé tellement de choses en 4 ans dans ma vie et au niveau de ma santé. Puis on va juste en discuter tout bonnement. J'avais envie de faire ça avec vous pour un peu... quand tu vois ton enfant grandir, c'est la plus belle chose, mais c'est aussi la plus triste des choses. C'est-à-dire, tu sais que cet enfant-là vieillit à une vitesse incroyable et le temps passe tellement plus vite. Puis, un peu comme mes propres parents ont dit, ben rapidement, ils ont déjà quitté le nid. Et tu trouves que ta maison, elle est terriblement vide. Donc, je suis pas rendu là, mais pour l'instant, j'essaie d'en profiter du mieux que je peux. Mais là-dessus, je vais lever mon verre. Autre chose aussi, quand tu commences à être vieux, tu bois du Bobli. Ou c'est juste parce que je commence à prendre plus soin de ma santé. L'époque où je me couchais à 2, 3, 4 heures du matin à chaque soir, puis je survivais au Mountain Dew et au Coca-Cola. Oh my gosh. Je vous dis une petite vidéo relaxante de même. Je sais pas comment vous allez l'apprécier cette fois-ci. Ma fille est née en pleine pandémie. On était en gros lockdown. Et la pandémie m'a pas... Elle a apporté tellement plus de bon que de mauvais. Pour moi, c'est une bonne chose que ce soit arrivé. Parce que quand que l'être humain est dans un état d'urgence, là, il s'enlève les doigts du cul. Là, on fait avancer des choses, des trucs qui traînaient. Tu sais, c'est un peu comme ce qui se passe en ce moment dans mon appartement. Tu te laisses traîner, j'avais encore des boîtes dans des garde-robes de trucs de déménagement. Ça fait déjà plus d'1 an qu'on est ici. Et
tu le fais pas. Tu as d'autres choses à faire, ça te tente pas. Dans le sous-sol aussi, où j'ai du stock, c'était vraiment en rond. Il y avait vraiment plein de trucs partout, ça faisait chier. Et là, ben, il doit venir faire des rénovations, bientôt. Et avec l'ouverture du studio aussi, bientôt. Là, c'est un état d'urgence, là, parce que les dates arrivent, là. Et là, je me suis démerdé. Là, j'ai fait le ménage, mais un putain de ménage. Et c'est ce qui arrive. Quand tu es en état d'urgence, c'est là qu'on se serre les coudes et qu'on fait avancer les choses. Il y a des gens qui ont vécu des trucs horribles pendant la pandémie, mais je trouve qu'elle a apporté beaucoup plus de bonnes choses que de mauvaises choses. Un petit peu plus de mauvaises choses pour mon côté, c'est-à-dire que pendant la pandémie, YouTube a explosé, parce que tout le monde était à la maison, donc ça a été de la folie. Mais en fait, il y a tellement de gens qui sont arrivés sur la plateforme parce qu'ils avaient juste ça à faire, que maintenant, c'est tellement dilué que tous les vues ont baissé, c'est contingenté en mort maintenant. Donc, ça a fait mal un peu. L'après-pandémie, c'est un peu plus difficile pour YouTube. Et bref, on est arrivé à l'hôpital et ma fille est née. On n'avait même pas le droit de sortir de l'hôpital. J'ai voulu aller chercher de la bouffe, puis on me renvoyait dans ma pièce. T'as pas le droit de sortir. J'ai dit, what the fuck? Il faisait super chaud dans ma pièce, c'était chiant. Et on finit par arriver à la maison. Ma mère qui m'attendait. Elle avait même pas le droit. Elle est venue parce qu'on avait besoin d'elle. J'ai supplié ma mère. J'ai dit à ma mère, je dis, faut que tu sois là. Je dis, on est épuisé, ça a été difficile de ce côté-là parce qu'on avait personne. Personne ne pouvait aller voir personne. Donc, nous, on a vraiment comme... Tu te fais aider d'habitude. Des grands-parents, des oncles, de la famille, une sœur, un frère, peu importe, qui vont venir te faire des meal prep, qui vont venir t'aider quelques jours pour te donner du repos et tout. Donc, puis moi, de base, je voulais pas d'enfant. Et la façon que on m'a annoncé ça, ma copine, j'étais chez moi. Ça faisait pas longtemps que j'étais avec ma copine. Ça faisait à peu près 3 mois qu'on était ensemble. Ça faisait plus de 8 ans que je connaissais ma copine. On était des amis. Puis finalement, la vie a changé. Puis on a fini par être ensemble, mais elle est tombée rapidement enceinte. Et je trouve personnellement que c'est une bonne chose. Parce que j'ai connu cette femme en tant que maman. Et ça, c'est important. Parce que quand tu es plusieurs années avec ta conjointe, ta compagne de vie, ton amoureuse, ou ton amoureux, peu importe, et que après tu deviens parent, des fois ça fait un clash trop gros. Tu reconnais plus la personne que tu as passé plusieurs années parce que ça te change incroyablement. Donc, moi, je suis heureux que ça se soit fait vite. Et en fait, j'en voulais pas d'enfant, mais je me suis pas protégé. Ben voilà, donc je suis un peu con, irresponsable de ce côté-là. Je dis que si t'en veux vraiment pas, fais vraiment ce qu'il y a à faire à 100%. Puis j'étais dans la douche, chez moi. Ma copine était chez elle, on vivait pas encore ensemble. Elle m'appelle en pleurant. Puis là, elle me dit, je suis enceinte, je sais que tu veux pas d'enfant, mais moi, je veux le garder. Puis moi, j'arrive à comprendre ça parce que l'avortement pour une femme est un processus qui est absolument horrible. Et là, elle m'annonce ça, je lui dis, là, on va pas parler de ça au téléphone, je vais venir te voir, d'accord? On va parler de ça en vrai. Moi, c'était hors de question qu'on règle ça par téléphone. J'étais encore en douche à ce moment-là. Je dépose le téléphone, puis j'analyse. Et j'avais pas de sentiment de... J'étais pas stressé, j'étais pas... Oh non, fuck! J'avais pas ça, j'étais juste... Je me suis assis dans le fond de la douche, puis je réfléchissais, je me disais, c'est peut-être un signe. J'analysais comment je me sentais à l'intérieur, puis je me suis dit, ben écoute, faut croire que je suis prêt, puis je vais juste prendre ma responsabilité. That's it. Puis, je suis allé chez ma copine, je lui ai expliqué la situation, j'ai dit... Moi, je suis à l'aise avec peu importe ta décision. Si pour toi, tu veux pas garder l'enfant, c'est toi, c'est ton corps. Puis si tu veux le garder, on le garde. Puis je vais te suivre dans cette aventure-là jusqu'au bout. Puis elle, vous connaissez la suite. La grossesse s'est super bien passée. Puis après ça, on a beaucoup de chance parce qu'on a
une petite fille absolument merveilleuse, en santé, mais en santé, là. Il y a des gens qui ont pas cette chance-là, puis je suis tellement heureux, je suis tellement chanceux et choyé d'avoir cette petite fille-là dans ma vie. C'est... Puis ma copine aussi. Ma copine est extraordinaire. J'ai pas à dire, j'ai le jackpot pour ce côté-là de ma vie. Ça, c'est incroyable. Et par contre, une fois que ma fille est née, puis c'est là la différence, c'est que j'arrive à être honnête. J'ai beau avoir un enfant, et je le dis aux gens, je voulais pas d'enfant, et maintenant que j'ai un enfant, ça confirme que je voulais pas d'enfant. Mais ça change rien au fait que je l'aime, et ça change rien au fait que je vais dévouer ma vie pour cet enfant. Et je vais adorer ça. Fait que c'est pour ça que c'est un peu contradictoire. Mais je vous explique, c'est vraiment ma situation. Quand ma fille est née, c'est moi qui ai fait une dépression postpartum. Je suis quelqu'un qui est à risque de dépression. Avec cette dépression-là que j'ai fait, c'était ma 4e. Mais cette dernière que j'ai fait, elle n'était pas médicamentée. Je m'étais dit que j'allais essayer de passer par-dessus. Puis finalement, j'ai sombré. Mais creux, là. J'ai vraiment coulé. Ma copine, elle faisait son possible. On essayait de se serrer les coudes là-dedans. Puis moi, je suis quelqu'un qui mange ses émotions. Donc, avec la naissance de ma fille, l'ambiance qu'il y avait à la maison, les pleurs, les nuits écourtées, le changement drastique de vie, c'est toutes les choses que j'avais prévues, en fait. La raison du pourquoi je voulais pas d'enfant. Il y a des gens qui veulent pas d'enfant, puis on dirait qu'ils se posent pas plus de questions. Moi, j'avais tout analysé. Je suis quelqu'un qui... Je me connais bien. Je suis quelqu'un qui se connaît bien. Il y a beaucoup de personnes qui se connaissent pas. Et je le sais. Et ce qui arrive, c'est qu'après 4 ans, ça confirme tous mes sentiments, tout ce que j'avais prévu. Il y a des gens qui me disaient « Tu peux pas le savoir, t'as pas d'enfant, tu sais pas c'est quoi. » Et je le savais, parce que je me connaissais. Et là, la différence. Donc, finalement, voilà, ça a été difficile, puis j'ai bouffé, je me suis noyé dans le Mountain Dew. Il y en a que c'est l'alcool, moi c'est le sucre, je suis addict au sucre. Je buvais énormément de liqueur, puis j'avais ce sentiment-là de m'enfuir. Je prenais ma voiture, quand ma fille était couchée avec ma copine, je partais, j'allais me stationner, puis je m'évadais en fait. Et là, j'allais me chercher du chocolat, j'allais me chercher des trucs à bouffer avec de la liqueur. Puis je bouffais ça dans mon véhicule en regardant les gens, en fait, vivre. Puis il n'y avait pas vraiment grand-chose, honnêtement. J'ai pris énormément de poids. Donc, au moment de la naissance, je pesais à peu près 215 livres, à peu près. 220 livres. Et je suis allé jusqu'à 301 livres. En même pas un an. Et en fait, ça m'a apporté énormément de problèmes de santé, dont l'apnée du sommeil. Parce que moi, l'apnée du sommeil, c'est vraiment une condition par mon surpoids. Ça fait une pression au niveau de mon système respiratoire, puis j'arrête de respirer. Fait que j'étais devenu zombifié. Fait qu'au bout d'à peu près 1 an et demi, après la naissance de ma fille, j'étais là, cerné. Vous ne l'avez pas remarqué, parce que mes réveils étaient extrêmement difficiles, puis je me maquillais pour faire des vidéos YouTube. J'avais été acheter du maquillage, puis je me maquillais parce que j'étais cerné noir. On dirait que je m'étais battu avec des gens, là, comme si on m'avait foutu une droite sur la gueule. Puis j'essayais d'enlever un peu mon air zombifié que j'avais. Toujours en pandémie en plus, c'était ultra chiant d'avoir des professionnels. Et finalement, j'ai réussi à avoir un médecin, puis j'ai passé des tests. Je faisais entre 70 puis 80 arrêts respiratoires à l'heure. Donc j'étais considéré sévère. Après, j'ai eu ma machine. Ça a pris plusieurs mois avant que ça fasse effet. J'ai eu un regain de vie à ce moment-là. J'ai pu sortir de ma dépression. Ça a énormément aidé. Après ça, le temps a avancé. Ça a été quand même assez difficile. Les déménagements, énormément de tentatives et d'échecs sur YouTube parce que je me suis perdu. Je ne savais plus du tout où je voulais aller. Puis, encore une fois, cette espèce de vie de père, d'angoisse,
je suis quelqu'un qui est déjà énormément stressé, donc le stress continuait de grimper de jour en jour. Je savais pas où tout ça, ça allait me mener. Puis une fois que t'es papa, tu veux tellement protéger ton enfant ou tes enfants que, dans mon cas, moi, vu que je suis quelqu'un de stressé, c'est pas quelque chose que je veux transmettre à mon enfant, donc je le fais pas paraître. C'est tout. Mais ça te détruit de l'intérieur, c'est incroyable. Je trouve ça difficile. Parce que c'est les crises, par exemple, ça te fait tester la patience, ça teste tes limites, ça teste... et c'est pas quelque chose que j'avais envie de vivre. Je suis capable de le dire. Il y a des gens qui veulent tellement être parents, qui en rêvent et tout, puis ils s'en foutent des défis qui viennent avec. C'est ça qui les fait carburer. Et ils ont ce naturel d'aller jouer avec des enfants. Puis moi, dans ma vie, j'ai jamais été attiré par les enfants. Que ce soit ceux de ma sœur, des amis à moi qui avaient des enfants. Quand j'appelle mes amis, c'était plus genre à quelle heure qu'ils se couchent tes enfants, puis j'arrivais après. Ça vous donne une idée? Je veux dire, j'ai pas d'affinité, j'ai pas ce naturel. Je connais des gens qui l'ont, ce naturel. Maintenant que j'ai un enfant, ils passent la porte, puis 5 minutes après, sont dans la salle de jeu en train de jouer avec. Je me dis, waouh, c'est incroyable. Fait que je suis plus quelqu'un qui est... j'essaie de lui apprendre des bonnes valeurs, de la façon que moi je suis. Je parle pas vraiment en enfant à mon enfant. Il y a des gens, ça me fait halluciner, là. Ils sont avec leur tout petit, puis ils sont comme « Comment ça va? » Oui, on dirait qu'ils parlent à des chiens. Genre, ça me fait halluciner. Ils prennent des voix un peu plus bébés. « Comment ça va aujourd'hui, ma petite? Oh oui, t'as passé une... » Donc, pour moi, c'est un mini-adulte. Je parle avec comme je vous parle en ce moment. Donc, je l'amène, j'essaie de lui faire découvrir. Puis plus qu'elle vieillit, plus c'est cool. Et je m'étais énormément confié à énormément de parents. J'ai eu peur que ça n'enregistre pas. Donc je disais, je me suis confié à énormément de papas, même pendant des live Twitch et tout. Puis je leur disais, c'est quand que ça commence à être amusant? Je veux dire, et étrangement, j'ai eu beaucoup de réponses, des centaines de réponses de papas qui disent les mamans ont souvent énormément d'affinité et de plaisir de 0 à 5, 6, 7 ans, par exemple, et les papas, ça commence à peu près vers ça. Donc 4, 5, 6 ans et plus. On dirait que les papas, ils prennent le relais quand l'enfant devient plus vieux, aller jouer, les amener faire du sport, lui faire découvrir la vie. Souvent, les papas ont plus un cœur d'enfant. On est des enfants coincés dans un corps d'adulte. Fait qu'il y a ce côté-là qui se développe un peu plus. Puis c'est comme ça que je suis en train de le ressentir, en fait. Ma fille, elle commence à être plus vieille. Les jeux deviennent un peu plus pertinents et complexes. Et là, j'ai du plaisir. Là, c'est vraiment cool. Puis, comme je dis, je me connais bien. Je le sais comment que ça va terminer. C'est-à-dire, quand elle va... j'en profite comme je peux en ce moment, là, mais quand elle va avoir, je sais pas, moi, dans les 6, 7, 8 ans, là, puis que tu peux passer des soirées à faire des Legos, acheter des Legos, construire, faire des scénarios, inventer des histoires, faire des jeux sur feuilles, des genres de Donjons et Dragons, mais inventés avec ton enfant, ou ce qui crée ses propres personnages, les amener faire des soirées puis des journées entières à jouer avec mes téléguidés, à se faire du crawling, à travailler ensemble, à lui faire découvrir la vie. Je veux l'amener en forêt, on découvre, on joue des aventuriers, où on prend un calepin, puis on prend des notes sur ce qu'on voit, ce qu'on explore, sur... Puis ce qui est cool, c'est que c'est quelque chose en tant qu'adulte que tu perds. Tu vois plus ça. La vie est acquise quand tu es rendu adulte. Tu deviens de moins en moins impressionné, tu deviens de moins en moins sélectif. Tu aimes des choses qui sont de plus en plus complexes d'une certaine manière parce que tu as trop appris, tu as trop vécu, tu as trop sélectionné. C'est normal, le corps humain est comme ça. Mais là, quand tu as un enfant, lui... tout est nouveau, tout est beau, tout est génial, tout est incroyable. C'est la naïveté de la vie, de voir la beauté du monde telle qu'elle est. Et ça, c'est beau.
Et c'est incroyable. Et tu reviens un peu en enfance parce que quand ça finit par se déclencher, en fait, tu vas montrer ce que tu aimais de ton enfance. Remarquez-le, souvent vos parents, c'est ça qu'ils ont fait. Ils vont vous parler de leurs rêves, de leur époque, de leur enfance, de ce qu'ils faisaient. Ils vont vous partager leur passion, souvent présente, mais souvent aussi ancienne, quand ils étaient plus jeunes. Et ça, c'est beau. Ça te ramène en enfance. Ça te permet, à travers les yeux de ton enfant ou de tes enfants, de revivre ce qui a été perdu. Et c'est ça qui est beau d'être parent. Donc, mais malgré tout ça, là, malgré tout ce que je vous dis, là, je commence à trouver ça de plus en plus merveilleux, puis j'arrive à comprendre l'aspect de « Ah ouais, c'est incroyable d'être parent. » Mais la raison principale que je voulais pas d'enfant, elle est toujours là, par contre. Elle est dans mon cas à moi, puis je suis capable de le dire. C'est ça qui est beau, c'est l'inquiétude. Il y a des gens qui, leurs enfants ont 6-7 ans, sont déjà en vélo dans la rue, puis ils s'en vont se promener dans le quartier tout seuls. Puis moi, j'arrive même pas à m'y faire. Je vais pas l'empêcher, je vais pas la garder à la maison, je veux qu'elle découvre la vie, puis je vais lui expliquer tout ce qu'il faut au niveau sécurité. Je fais mon job de papa. Mais la première raison du pourquoi je voulais pas d'enfant, c'est que je voulais pas m'infliger ça, parce que je le sais que pour moi, parce que je me connais, que ça me fait mal. Il y a des parents, la plupart vont vous le dire, que ça fait mal de voir leur enfant grandir, de s'inquiéter. Un parent, ça s'inquiète toute sa vie. Ma mère me le dit, mon père me le dit, les parents le disent. Une fois que tu deviens parent, tu t'inquiètes toute ta vie. Et c'est normal. Mais il y a des gens qui vivent super bien avec ça. C'est de l'inquiétude normale. Je veux dire, tu veux pas qu'il y ait rien à ton enfant, c'est normal. Mais moi, c'est une sensation que je déteste. Les gens ne comprenaient pas quand je disais que je voulais pas d'enfant. C'est que je savais que ça, là, ce feeling-là là, de sécurité omniprésente que tu veux envers ton enfant, c'est pas de la voir se blesser, par exemple. Je joue avec, elle va tomber, elle va se faire des bobos. C'est pas ça. Ça, elle tombe, puis je suis même pas quelqu'un en panique. Des fois, elle se casse la gueule, puis je la regarde au loin. T'es correct? À part, ça se pète la gueule vraiment solide, là, mais je veux dire, à date, elle est très prudente, puis il y a pas... j'ai pas un enfant qui est casse-cou, donc ça va, mais c'est pas ça qui me dérange. C'est vraiment plutôt la vie. Je vais souvent m'en faire. Je suis quelqu'un qui... Je me crée trop de scénarios. Je veux dire, moi, je suis TDA. Et je suis ultra créatif. Là. Dans ma tête, là, c'est toujours plein de scénarios. C'est toujours un film dans ma tête. Ça arrête jamais. Mon cerveau tourne à 200% du matin au soir. Ce qui explique aussi que je suis plus propice à de la dépression et tout. Et je me projette souvent dans des scénarios qui existeront probablement jamais. Et là, ça va m'angoisser sur qu'est-ce qui arrive si, ça, puis... et en fait, je suis quelqu'un qui est hypocondriaque. Moi-même, j'ai peur de la maladie, j'ai peur de la mort, j'ai peur d'énormément de choses. Et avec un enfant, je savais que ça allait empirer les choses. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que mon enfant peut tomber malade? S'il tombe malade, comment je vais m'en sortir? Comment je vais survivre à ça? Comment... Tu passes à travers, tu n'as pas le choix, mais c'est ça que je voulais pas vivre. Tu vois? Ta copine, il arrive quelque chose, c'est ta copine. Ton chien, tes proches, tu le sais, c'est des choses qui arrivent. Tu veux pas perdre tes parents, tu veux pas perdre tes amis, mais ça fait partie de la vie. C'est pas comme un enfant. Un enfant, c'est de l'amour viscéral qui prend dans les tripes. OK? C'est indescriptible. Ça, c'est pas la même chose. Ton enfant, quand il t'arrive quelque chose, là, j'en parle, puis je suis... c'est pas... c'est ça qui est difficile. Puis je sais qu'il faut pas que je m'en fasse. Les commentaires que je vais recevoir, ça va probablement être tu t'en fais trop, t'as pas, vas-y, profite pendant qu'ils sont jeunes, profite quand tu peux, c'est tous des mots qu'on entend tout le temps, partout, autour. On le sait. On le sait, on connaît les fameuses phrases. C'est pour ça que je fais cette vidéo-là. C'est vraiment... Je vous partage vraiment juste mon ressenti 100% personnel.
Et j'ai de la chance. Puis je le sais pourquoi que je suis comme ça. Cette inquiétude omniprésente. Je ne connais pas la maladie dans mon entourage et la mort. Je sais pas c'est quoi. Il y a des gens qui ont des grosses familles, qui ont connu la mortalité, qui ont connu un peu plus la maladie, puis ça te forge, ça te prépare, t'es plus... ça te donne un aspect de la vie complètement différent. J'ai rien vécu de ça. Mes parents sont vivants, mes grands-parents sont vivants encore. J'ai pas perdu d'amis, j'ai pas perdu de proches. Mon père est malade. Fait que je connais l'aspect maladie, puis à la maison, ça a fait en sorte que j'ai vieilli plus vite. J'étais beaucoup plus mature pour mon âge. Fait que moi, quand j'avais 14-15 ans, puis que j'allais à l'école, je trouvais tous les gens de mon école stupides, ou presque. Là, les gens de mon âge, je me disais, mais pourquoi ils agissent comme des enfants de 8 ans? C'est incroyable, là, quand tu arrives au secondaire, là, et que tu regardes ça, 16-17 ans, là, ça se pense comme des adultes, là, mais la plupart agissent comme des enfants de 12 ans. Hein. Fait que ça me fait juste rire, là, cette naïveté de croire qu'ils savent tout à la vie. Puis moi, ça m'énervait. Fait que souvent, j'étais avec des adultes plus qu'autrement. J'avais beaucoup plus de plaisir à essayer qu'ils m'expliquent des choses, qu'ils me parlent de la vie, qu'ils me parlent... C'est ça que j'aimais. Donc, Mais malgré le fait que mon père soit malade, il y a un moral de feu. On dirait pratiquement que ça paraît pas. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens qui vivent avec des personnes malades qui ont le cancer ou peu importe, des démences, Alzheimer et tout, puis c'est extrêmement difficile. J'ai rien vécu de tout ça. Donc on dirait que je suis pas préparé du tout à ça. Donc j'ai pas cet aspect-là de... C'est juste des trucs qui me terrifient, et encore plus depuis que j'ai un enfant. Donc, c'est pour ça que je trouve ça difficile. Puis finalement, ma fille vieillit, je finis par m'en sortir, j'ai l'impression que je reprends le taureau par les cornes, comme on dit, puis paf, l'épilepsie. La chose, le boss final, ça répète un cancer. Encore une fois, je suis quand même chanceux. Puis surtout que j'ai attrapé le jackpot de l'épilepsie. Là. Je fais pas de convulsions. Mes crises sont déjà contrôlées. Ça a juste pris un médicament. Là, c'est des médicaments que je risque de prendre à vie. Les médicaments changent mon tempérament, changent la façon que je suis. Ça a pris du temps avant que je revienne à moi-même. Donc ça a été un processus de plus d'1 an. Puis même encore, des fois, là, j'ai des petites retombées et tout, mais ça, au pire, je ferai une vidéo si ça vous intéresse sur mon histoire sur l'épilepsie. Vous la partager avec vous, mais encore une autre chose que ma copine a dû subir. Déjà là que ça avait été dur depuis la naissance. Mais là, ça va bien, je me reprends beaucoup plus en main, je vais beaucoup plus de l'avant. Mais le temps a tellement passé vite. J'ai pas vu ce 4 ans-là passer. Puis les crises d'épilepsie que j'ai fait l'année passée, en juin, en fait, ils se sont installés dans mon cortex préfrontal et à l'endroit où ça gère ma mémoire. Ça a effacé à peu près 4 ans de ma vie. Yeah! Effacé. J'ai des souvenirs de ma fille, j'ai des souvenirs des trucs importants, ses premiers pas et tout, ça c'est cool, mais il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées, puis je trouve ça quand même triste, ce qui me donne encore plus cette impression que le temps a passé à une vitesse encore plus folle. Alors c'était la fête de ma fille hier, puis j'en revenais pas. Déjà 4 ans. Ça me fait halluciner, puis l'amour que t'as pour un enfant, là, quand tu deviens papa, là, puis moi j'ai toujours été quelqu'un de très proche de ses émotions, t'es juste assis à table, tu regardes ton enfant des fois, là, t'as des journées comme ça, là. Tu regardes ton enfant, puis les larmes te coulent. T'es juste comme, elle est tellement belle, elle est tellement incroyable, elle est tellement... Ce feeling-là, vous allez souvent entendre de la part des parents, tu peux pas comprendre l'amour que t'as pour un enfant tant que t'es pas parent, et c'est vrai. Je me le suis fait dire, et tu peux même pas te faire une idée. Tu penses que t'as aimé un grand amour. Là. Il y a beaucoup de gens d'entre vous qui me regardent que vous avez sûrement déjà tombé en amour, mais
presque de manière maladive envers une personne. Cette personne-là vous a peut-être laissé, puis encore aujourd'hui, vous avez de la difficulté à vous en remettre, puis ça fait quelques années, puis il y a des gens que c'est comme ça, là. Ils sont tombés en amour, mais un truc de... Puis avec un enfant, c'est plus que ça. C'est pas... c'est complètement différent, mais c'est pas... vous pouvez pas vous imaginer de... Ah, l'amour que l'amour que t'as pour un enfant, ça doit être similaire à quand t'es avec ton amoureuse ou ton amoureux pour dans les premiers moments, là, la sensation que ça fait en dedans et tout. Non, pas du tout. Ça se compare pas. C'est un amour qui ne s'explique pas. On le dit souvent qu'il est viscéral. Là. C'est un amour qui fait mal. Parce que ça doit être... Pour moi, je vois ça, c'est juste 100% biologique. On a été programmé pour ça dans notre évolution. C'est-à-dire, c'est ton enfant naît, ton corps se reprogramme de manière à ce que tu protèges cet être humain coûte que coûte. Puis aujourd'hui, je donnerais ma vie à cet enfant-là. Je veux dire, c'est vraiment quelque chose de particulier. Ça a été très rocambolesque, autant émotionnellement, sur la découverte de soi. Je me suis complètement perdu. Je me suis cherché sur YouTube. Les vues ont énormément baissé. J'arrive encore à en vivre, mais le futur m'angoisse pour plusieurs raisons, tu sais, sur qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais être encore capable de faire vivre ma famille? Est-ce que je vais être encore... je sais pas. Tu commences à vieillir aussi en même temps. Tu commences à te faire traiter de vieux. On t'appelle monsieur. Je suis dans une phase de ma vie. Autre chose aussi que je comprenais un peu moins. On me disait, tu vas voir la crise de la trentaine. Il y en a que c'est la crise de la quarantaine, la crise de la cinquantaine. Mais là, je la vis, là, la crise de la trentaine, là, avec depuis la naissance. J'avais 30 ans. Puis là, ben, tout arrive d'un coup, comme je disais, avec la santé, l'évolution. Ça a été... ça a été quelque chose. Yeah. Ça continue, puis je trouve ça de plus en plus merveilleux. Yeah. Comme je vous dis, les jeux que tu fais, la découverte du monde avec ton enfant, les projets que tu te prépares. Mais c'est difficile, par contre. Ça reste difficile. Il y en a qui l'ont un peu plus facile, comme je dis, parce que les enfants, c'est leur passion. Mais je fais tout en mon possible pour être le meilleur papa. On est des gens qui ont fait de la parentalité positive. Donc, on chicane pas, on met pas en punition, on crie pas, on laisse l'enfant un peu découvrir. Par contre, on se laisse pas marcher sur les pieds. Tu sais, par exemple, mon enfant va dire j'aime pas ce que je mange. On va pas dire OK, ben, je vais aller te faire d'autres choses que tu as envie de manger. Puis on mange très bien ici. Je veux dire, c'est pas. Ma copine cuisine terriblement bien. Puis mon enfant meurt vraiment pas de faim. On va pas chicaner, on va pas crier tu vas manger ce que. Non, mais j'irai pas te faire autre chose. Tu sais? Donc, puis c'est pas des choses bizarres. Là. On ne fait pas manger des trucs que la plupart des enfants. C'est même pas. Comme je dis, c'est de la parentalité bienveillante. Là. Il y a juste un. Il y a des gens qui essaient d'apprendre la propreté à leur enfant avec, on dirait presque un camp de concentration. Là, nous, on n'a rien fait. On a laissé les choses se faire naturellement. Et ma fille est tombée propre avant énormément de parents qu'il y a autour de moi qui, eux, essaient, ils font des jeux, ils font des trucs avec des tableaux, puis des collants, puis tout ce que tu veux. Ils ont de la misère, les enfants ne reviennent pas propres. Parce que tu peux pas pousser un enfant à devenir propre. Ça se fait à l'intérieur. On l'a laissé faire, elle est devenue propre par elle-même. Juste en observant les parents, en observant ce qu'il y en est, en lui disant ce qui se passe, ce qu'il y a autour d'elle. On essaie de faire... ça fonctionne terriblement bien. Elle est brillante, elle progresse tellement vite, elle est tellement sociable, elle s'amuse. Puis on n'est pas parfait. Il n'y a personne de parfait. Mais tu sais, t'as des enfants qui naissent dans des conditions très difficiles, puis parfois ils vont aimer leurs parents pareil. Alors que c'est des parents qui pourraient ne pas être recommandables, si j'aurais envie de dire. Et tu as des enfants qui grandissent au sein de parents qui sont passionnés par leurs enfants, qui font
des activités, des voyages qui font de tout. L'enfant manque de rien. Et pourtant, il peut être malheureux. Donc, même si tu penses que tu es un parent extraordinaire, ben, des fois, ton enfant, c'était peut-être pas nécessairement ce qu'il voulait. Tu penses être extraordinaire, mais tu n'écoutes pas ton enfant. Ou tu t'intéresses pas à ses passions. Ça, il y a beaucoup trop de parents qui sont comme ça aussi. Des parents qui sont... Moi, j'étais un joueur de foot, tu vas jouer au foot. Tu penses que ton enfant s'intéresse au foot, mais tu vas l'encadrer, en fait, tu vas le mettre dans une boîte de ta vision de ce que tu aimerais qu'il soit. Puis après ça, quand il te confronte, ben en fait, t'acceptes pas. Parce que ça déroge de ce que tu voulais que ton enfant soit. Moi, c'est pas comme ça que ça fonctionne dans ma tête. Mes parents m'ont toujours encouragé dans mes passions. Ah, t'as envie de faire ça? Vas-y, fais-le. Tu sais, juste découvre la vie, découvre-le comme tu le veux. Puis ils m'ont toujours protégé, ils m'ont toujours donné des superbes conseils. Puis c'est exactement ce que je veux transmettre à ma fille. Tu vois? Donc, lui faire découvrir le monde comme elle a envie de le découvrir selon ce qu'elle a. Mais de l'écouter. Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que t'as envie? Mais elle peut pas savoir ce qu'elle aime si tu lui fais pas découvrir des choses naturellement. C'est toi aussi qui as un contrôle. Tu l'inscris à des choses. Elle aime pas ça. C'est pas grave. Force-la pas. On essaie autre chose. On essaie autre chose. Tu lui fais écouter tu lui fais regarder des trucs à la télévision ou ça peut être même à travers un film qu'elle va dire « c'est ça que je veux faire ». Mais tu lui fais découvrir des choses. C'est à toi, en tant que parent, de faire découvrir le monde à ton enfant. Et c'est ce que je veux faire. Et je crois que c'est comme ça que je vais grandir. Je pense que c'est ça la beauté de... C'est pas pour rien que j'ai eu un enfant. Je crois que j'avais besoin de ça au final. Des choses sur lesquelles j'étais bloqué. Ben, au final, avec ma fille, je vais être capable de redécouvrir le monde parce que j'ai jamais été quelqu'un qui l'a finalement réellement découvert à son plein potentiel. Puis avec ma fille, je vais vraiment pouvoir aller au-delà de ça. Redécouvrir le monde moi-même avec ma fille. Puis peut-être même découvrir des passions, des sports que je vais peut-être pratiquer avec ma fille ou sur lesquels je vais pouvoir me remettre en forme aussi avec elle parce qu'elle aime, je sais pas moi, elle aime faire du tennis, elle aime faire du badminton, elle aime faire du foot, elle aime faire du baseball, whatever, si elle aime un sport, peut-être qu'elle aimera même pas de sport, mais elle va aimer de l'art, puis peut-être que je vais l'accompagner là-dedans, puis je vais m'essayer, puis je veux l'accompagner, je veux l'amener avec ses... Ah. Ça va être beau. Ça va être beau et douloureux. Parce que c'est une grande aventure. Et je suis quelqu'un de très émotif, puis très proche de ses émotions. Donc, yeah. C'est ça. Je suis enfin stable. Ça va vraiment bien avec la petite famille, elle s'installe. On est vraiment bien. Tout est en train de prendre sa place. Puis là, ben, j'ai envie de dire, je croise les doigts pour que l'épilepsie, c'était la dernière chose. Je veux dire, j'aimerais ça avoir un break. J'aimerais ça juste pouvoir profiter de la vie en famille, progresser, puis juste m'améliorer en tant qu'humain au niveau de la santé. Mais c'est difficile. Je reste quelqu'un qui est addict au sucre. C'est extrêmement dur de quitter ça. Donc, j'ai encore des petites rechutes à gauche et à droite. Puis, comme j'ai dit, je suis quelqu'un qui mange ses émotions. Donc, quand il arrive quelque chose, quand il y a des journées qui sont difficiles, parfois, j'ai encore des petites rechutes que j'ai besoin. Ton cerveau, là, c'est comme un alcoolique. Si tu as été alcoolique une fois dans ta vie, tu l'es pour toujours. Tu vas juste te retenir, tu vas faire attention, tu vas avoir du bon sens. Mais si t'arrive quelque chose de difficile, tu peux facilement replonger dans l'alcoolisme. Mais moi, c'est le sucre. Puis en fait, c'est que on va souvent banaliser le sucre. Tu vas dire comme quoi, t'es addict aux potes, t'es addict à la drogue. Là, on parle de drogue douce, là. Je te parle pas de quelqu'un qui fait du crack puis du fentanyl, là. C'est vraiment plus violent que le sucre. Mais là, je parle des drogues douces en règle générale. Ou justement l'alcoolisme, qu'on va aussi banaliser un peu, et pourtant c'est un destructeur de vie et de santé. Ben, le sucre est aussi très violent sur la santé. Mais, yeah, c'est une addiction qui est... une addiction qui est difficile. Fait que j'espère pouvoir m'en sortir un peu plus, reprendre un peu plus ma santé en main. Mais c'est que là, il m'arrivait toujours quelque chose qui fait que tu essaies de soigner ça, puis t'es pas capable nécessairement de soigner ton corps parce que tu essaies de soigner ton cerveau. Moi, c'est souvent dans la tête ça se passe, avec l'hypocondrie qui me donne l'impression que
Tu te limites. C'est très léger, mon hypocondrie. Il y a des gens qui c'est vraiment abusé. Là. Je veux dire, moi, c'est juste que j'ai... Holy shit. C'était gros, ça. c'est juste... j'ai... Vu que je pense tout le temps trop, ben c'est... Ah ben là, je ressens ça. Est-ce que tu penses que ça peut être ça? Je fais des recherches sur Internet, puis ben, je vais pas dire j'ai le cancer, puis je m'en vais à l'hôpital, puis je vais voir des médecins parce que je suis toujours en train de croire que j'ai 12 maladies. Là. C'est pas... je suis pas comme ça, mais je suis stressé à l'idée d'avoir des maladies ou la perte de contrôle. Puis le stress m'apporte au final des problèmes de santé. Donc, mais il y a une bonne chose, encore une fois. J'imagine qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. L'épilepsie a chamboulé ma vie, m'a fait prendre conscience d'une tonne de choses. Et la médication que je prends du lamotrigine. C'est une médication qui est... Ah, c'est une minuscule abeille. Ben, va-t'en, c'est beau. Je suis pas... comme mon chausson a l'air d'une fleur. Il n'y a pas de pollen là-dedans. Juste une odeur de pied, petite abeille. Et en fait, le lamotrigine est un médicament qui est un stabilisateur d'humeur. Depuis que je suis sur le médicament, je roule un peu plus doucement dans la vie. Mon cerveau, il tourne moins, ben, c'est un stabilisateur d'humeur, donc je suis plus stable, mais j'ai presque plus de stress. Ça a coupé en bonne partie mon stress. Donc, ça me refait vivre. Il y a plein de choses que maintenant j'arrive à faire que j'étais pas capable avant. Donc, je me dis, holy shit, c'est une bonne chose. Je suis en train de me reprendre en main comme il se doit. Il me reste encore des étapes à faire, mais j'y vais progressivement. Donc, yeah, c'est... Non, mais arrête! Je sais pas si je sens la fleur, là, mais dégage! D'accord, j'ai compris, là. De toute façon, ça fait assez longtemps que la vidéo a duré. Enfin, bref... La vie est une aventure, j'avais envie de la partager avec vous. C'est une vidéo qui est très longue. What the fuck? Va-t'en, décalisse! Va-t'en, man! Holy shit! Je pourrais vous en parler tellement longtemps encore. Fait que ceux qui sont restés jusqu'ici, merci du fond du cœur. Vous êtes excessivement patients. Vous voyez ça comme un podcast unique, parce que je suis toute seule, d'une certaine manière. Mais j'avais envie de vous partager mon expérience, comment je le vis, comment je me sens à l'intérieur, les choses sur lesquelles je me suis battu depuis 4 ans où ça n'a pas été... Puis là encore, je vous épargne énormément de détails. Là. Je vous ai juste parlé de long en large de comment a été ma parentalité puis comment que je le vis. Puis... Mais l'aventure, j'ai envie de dire, on dirait qu'avec ce 4 ans-là que ma fille a eu, ça m'a donné une bonne gifle, mais on dirait une bonne gifle. Elle est incroyable, cette petite fille. Donc, je suis... Yeah. Je vous aime, guys. Merci d'être encore là sur YouTube après autant d'années. J'essaie de faire mon possible, jour après jour, de vous sortir du contenu comme je le peux, à la hauteur du fait que je sois toute seule, puis avec le nombre de vues que je fais. Ceux qui sont encore là depuis autant d'années, merci beaucoup. Il y en a énormément qui, malheureusement, ne regardent plus mes vidéos parce qu'ils n'ont plus le temps. C'est absolument correct. Puis ça va tellement vite sur Internet que je suis vraiment plus de la génération actuelle. Donc, ce que je fais, bien souvent, c'est ringard. C'est pour ça que j'ai décidé d'aller vers du contenu qui s'adresse un peu plus à des gens de ma communauté qui sont rendus un peu plus vieux. Comme la vidéo du tracteur. La vidéo où je veux faire un peu plus de bricolage. Je veux remettre des choses un peu plus en vie d'une certaine manière. Remettre des trucs à neuf. J'ai déjà un autre projet en attente. Donc, je pense que ça fait plus de sens là où je suis rendu. Mais bref, je vous retiens pas plus longtemps. Merci d'avoir été là. Je vous aime très fort. Et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!